Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et je vous ai préparé une masterclass de plusieurs heures qui explique toutes les différents types d'investissements immobiliers possibles, avec les avantages, les inconvénients, les risques et énormément d'exemples et d'anecdotes de mon parcours personnel et de celui de mes associés pour pouvoir vous éclairer sur qu'est-ce qui serait potentiellement intéressant pour vous à mettre en place comme stratégie. J'ai ensuite donc séparé ça en 10 étapes et ce que je vous propose, c'est des vidéos plus courtes, chacune avec une étape. La cinquième méthode dont j'aimerais vous parler pour travailler donc dans l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui est très à la mode sur YouTube, qui est la sous-location. Donc la sous-location, c'est assez simple finalement, c'est un propriétaire qui va vous louer son bien en location longue durée, et vous allez prendre ce bien, vous n'allez pas l'habiter, mais vous allez le sous-louer, généralement en location courte durée, donc type Airbnb, etc., à des touristes, des vacanciers, des professionnels en déplacement, etc. Donc, le principe, c'est de se mettre d'accord avec le propriétaire pour dire, bah écoutez, moi, vous proposez aujourd'hui, je ne sais pas, votre logement à 700 euros par mois. Je m'engage à vous le louer à 800 euros par mois, donc plus cher que le prix du marché. Par contre, en contrepartie, vous m'autorisez à le meubler et le louer en location courte durée. Je m'occupe absolument de tout. Vous n'avez aucun droit de regard sur le chiffre d'affaires que je fais, etc. Moi, je m'occupe de 100%. La seule chose, c'est un contrat entre nous de location. Moi, je m'engage à payer plus cher que le prix du marché. L'intérêt de tout ça, c'est que finalement, ça vous permet de vous lancer dans la location courte durée sans avoir besoin d'acheter le bien. C'est pour ça que bah, c'est en vogue, hein. Sur Internet, c'est intéressant. On dit, bah, moi, j'ai pas tellement de sous. Si j'achète un bien, bah, je vais en acheter un. Si la banque veut bien me prêter, ça va prendre du temps. Puis il va falloir des années pour que je génère un track record suffisant, pour qu'il me prête un deuxième, et puis pour acheter un deuxième, etc. Blablabla, ça va être long et pénible. Du coup, la sous-location, c'est formidable. J'ai pas besoin d'acheter. Donc j'ai juste besoin de trouver des propriétaires qui acceptent le deal. Et le deal, il est assez beau, parce que vous leur dites, bah moi, je vous le loue longue durée, je suis solvable. Bien sûr, il faut être solvable et crédible, hein. Et en plus, je vous le loue plus cher que prévu. Donc le propriétaire se dit, bah moi, je prends aucun risque et finalement, je gagne plus d'argent. Donc c'est très bien. Et vous dites, ben moi, maintenant, j'ai un bien à disposition. Alors ok, je paye un loyer, mais quelque part, c'est comme si je payais un prêt immobilier, non? C'est un peu la même chose. Et puis, bah, du coup, je vais le mettre en location, puis je vais espérer que sur l'année, eh ben, les revenus des locations courte durée viennent ben, au moins rembourser, bien sûr, le loyer que je verse au propriétaire, et si possible, faire une énorme marge entre les deux. Donc ça, c'est la promesse. Dans la réalité, c'est vrai que vous avez une possibilité de montée rapide du parc immobilier, parce que vous pouvez les enchaîner. On peut très bien imaginer que vous signez 5 logements dans le mois. C'est tout à fait possible. Par contre, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que si vous vous souvenez ce que j'ai expliqué sur la location courte durée, là, vous allez les empiler, hein. Donc ça veut dire que vous devenez un professionnel. C'est votre activité principale. Ça ne veut pas dire que vous pourrez faire ça à côté. Ça veut dire que ça devient votre métier de faire ça. Ça vous devient votre métier d'accueillir, d'être un hôte, en fait, d'accueillir des gens, de gérer leurs problèmes de télécommande ou leurs problèmes de coq à 4 heures du matin. C'est votre métier. Après, si ça vous plaît, ben voilà, ben, très bien, hein, mais il faut l'avoir en tête. Le deuxième point, c'est que vous allez vous taper toute la gestion. Et là, quand vous êtes à la recherche d'une rentabilité maximale, parce que dans le cas de la location courte durée, si le bien vous appartient, vous dites toujours, bon, même si la rentabilité n'est pas forcément extraordinaire, au minimum, j'amortis un bien, c'est-à-dire que ce que je rentre comme chiffre d'affaires, une fois tous mes frais enlevés, etc., chiffre d'affaires net, revenu net, on va plutôt appeler ça, eh bien, vient finalement financer un bien. Donc, quelque part, je thésaurise, puisque je rembourse la banque. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que vous allez chercher un taux de marge encore plus élevé entre ce que vous louez en location courte durée et ce que vous devez reverser en loyer mensuel. Et ça, en général, bah, ça vous empêche de dormir la nuit. Parce que vous allez chercher des taux de remplissage maximaux. Ça veut dire que vous allez accepter des occupants que, en temps normal, vous n'accepteriez peut-être pas.
Ça veut dire que vous allez devoir gérer aussi plein de problèmes de voisinage, hein, j'en parlais précédemment, mais là, le propriétaire, lui, se lave les mains. Il dit, bah moi, j'ai signé un locataire, c'est le locataire qui se débrouille avec les gens autour. Donc ce sera pour vous. Donc ça va être sympathique à gérer. Ensuite, vous allez donc chercher à le louer le plus possible. Donc, bon, bah, ça c'est bien, hein, d'optimiser le prix. Donc, à voir si les prix que vous avez en tête correspondent à ce que le marché est prêt à payer selon la saisonnalité, hein, parce que dans la location courte durée, il y a quand même généralement une saisonnalité, même dans des coins hyper recherchés. Il y aura toujours des périodes qui sont plus molles que d'autres. Donc, il y a des mois, vous allez faire des bénéfices de fou, puis il y a des mois, vous allez peut-être faire zéro. Ou, en tout cas, en dessous de votre loyer. Donc ça, il va falloir arriver à le gérer dans l'année. Et en plus, comme c'est votre activité, bah, vous en dépendez. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas juste en train de générer du cash flow pour pouvoir le réinvestir dans quelque chose. Non, ça devient votre activité. Ça veut dire que vous en servez pour manger, en général, assez vite. Comme je vous dis, à partir de 4, 5, 6 biens, ça commence à devenir une activité à temps plein. Ou alors vous déléguez, mais là vous déléguez pas, parce qu'en fait votre objectif c'est la marge maximale. Donc vous n'allez pas filer à une conciergerie vos biens. Jamais d'avis, parce que sinon ils vont vous bouffer la moitié de votre marge. Donc en fait vous y retrouvez pas du tout. Donc tout ça c'est compliqué. Hein. Et ensuite derrière vous êtes responsable des charges, de la consommation d'électricité, de chauffage, etc. Et je vous le disais, les autres, parfois c'est un peu compliqué quoi. Parce qu'ils vont surconsommer et c'est pour vous. Donc si à la fin vous aviez prévu, je sais pas moi, un budget de chauffage de, j'en sais rien, 1200 euros par an, et qu'au final, bah, les gens qui viennent, ils s'en fichent, hein, eux ils veulent avoir chaud. Hein. Et donc peut-être vous êtes à 2000, une delta de 800, bah, ça vient descendre votre marge annuelle. Et donc votre revenu. Votre revenu qui en plus devra être fait en société. Donc comme c'est en société, vous allez avoir aussi de la fiscalisation, vous allez payer des charges sociales sur tout l'argent que vous allez vous verser, que ce soit sous forme de salaire ou de dividende, ça ne change rien. Il y a un moment donné, il faudra passer à la caisse. Donc voilà, donc la promesse est belle, oui, parce que vous pouvez très vite avoir un parc très important. Mais en fait, vous devenez, moi c'est ce que j'ai observé en tout cas. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord en commentaire, n'hésitez pas de le dire. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les gens qui faisaient trop de Airbnb devenaient esclaves de leur investissement. Ils y passaient un temps fou, ils y bossaient 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Vous êtes avec des amis en train de prendre l'apéro le dimanche, il va être en train de gérer un locataire qui a pas. Enfin, la femme de ménage qui dit, ah bah, le locataire, il est parti, il a fait le bordel, etc. Voilà. Vous allez avoir le même le soir d'avant, samedi, il est 23h. Vous êtes avec lui et puis il sera pareil sur son téléphone en train de régler un problème parce qu'il ne trouve pas la boîte à clés parce qu'ils sont arrivés tardivement. Et c'est toute l'année. Ça sera pareil le jour de Noël, ça sera pareil le jour de l'an. Voilà. Donc vous vous retrouvez assez vite esclave de ça. Vous pouvez automatiser beaucoup de choses. Et ça, je vous encourage d'ailleurs à le faire d'une manière générale. Si vous faites de la location, qu'elle soit longue durée, courte durée, etc., il faut automatiser au maximum. Il y a des outils qui existent pour ça, qui sont très bien. Il ne faut surtout pas mégoter, accepter de payer quelques dizaines d'euros par mois. Franchement, ça vous fait gagner des années de vie à la fin. Donc ça, c'est important. Mais donc, il faut se méfier avec cette histoire de sous-location parce qu'en définitive, vous vous retrouvez un peu esclave de ça. Vous n'êtes pas dans un vrai investissement, donc vous construisez rien pour l'avenir. Vous êtes juste potentiellement en train soit de vous avoir créé un job, soit si vous n'avez pas tellement de sous-location, parce que souvent, en fait, ce que j'ai observé, c'est que ceux qui font de la sous-location se retrouvent vite avec 10, 15, 20 lots. Pourquoi? Bah parce que c'est facile, en fait. C'est facile et on se dit, bah, en 6 mois, j'ai réussi à accumuler 10 logements. Et donc, voilà. Mais alors là, par contre, 20 logements. C'est tout à fait faisable. Hein. Par contre, ça devient votre métier. Encore une fois, et c'est un métier qui est quand même pas fun. Hein. On va pas se mentir. Et quand vous rapportez ça, je pense qu'il vaut mieux être un cadre qui passe sa journée en réunion dans un grand groupe, honnêtement. Pourtant, je sais que c'est pas forcément ce que je préconise, mais je pense que ça vaut mieux. Pour le même tarif, parce qu'au moins vous faites vos 40 heures, là, et puis vous rentrez, vous êtes tranquille. Quoi. Alors que là, je vous dis, c'est vraiment de la charge mentale permanente. Et puis il y a un autre point qui est très important, c'est ce que j'évoquais avant, c'est-à-dire que vous ne construisez pas pour l'avenir. L'argent qui rentre, donc il est brûlé parce que c'est votre revenu, ou alors bah, si vous le mettez de côté pour investir, bah, ça c'est bien. Mais par contre, comment est-ce que vous le gérez? Bon bref, votre bien. Mais surtout, bah, derrière, vous reversez quand même 800 euros de loyer par mois, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure.
Alors celui qui est content, c'est le propriétaire, hein, bien évidemment, hein, mais vous. Et puis le propriétaire, là pareil, hein, je vous raconte des cas de la vraie vie, hein. Au bout d'un moment, il va quand même se faire solliciter par le voisinage, souvent, en disant: «Mais, votre locataire là, moi j'ai l'impression qu'il fait, enfin, qu'il fait de la sous-location». «Ah oui, oui, mais j'étais au courant». Bah, parce que vous êtes obligé d'être au courant parce que c'est un contrat de sous-location qui est fait, donc c'est pas, alors il y en a qui font de la sous-location illégale, mais ça, il faut surtout pas le faire, hein. Voilà, l'idée c'est de se mettre d'accord avec le propriétaire parce que de toute façon sinon, ben, votre bail il peut le couper, instantanément. Et donc, bah, au bout d'un moment, ça va le saouler, hein, d'avoir les voisins, qui sont tout le temps en train de venir le voir, lui dire: «Ouais, c'est le souk, chez vous, le syndic et cetera, machin». Et donc, bah, ça va le saouler. Et donc, il va dire: «Bah, là, ce genre de bail, en général, c'est pour 1 an, renouvelable, par tacite reconduction». Il va dire: «Bah, moi, prochaine reconduction, je reconduis pas». Et ça veut dire que vous avez passé 3, 6, 12 mois, 1 an et demi, souvent c'est au bout de 2 ans, hein, que ça arrive ça, hein, à construire la notoriété du logement, à avoir les reviews, à avoir les bonnes photos, les bons commentaires, les trucs. Et puis en fait, le propriétaire vous dit: «Bah ouais, mais moi je vais récupérer mon bien, hein. Donc votre bail là d'1 an là, meublé, je vais pas le reconduire. Donc vous vous démerdez, mais là, au 1er janvier, en gros, bah, vous êtes parti. Et puis vous m'avez vidé tous les meubles et cetera et vous m'avez remis le logement en état, tel que moi je vous l'avais fourni». Et ça veut dire que vous, bah, tout votre travail, poubelle, et vous devez recommencer. Donc c'est pour ça que la promesse, encore une fois, sur le papier, elle est belle parce qu'elle vous permet d'accélérer et de rentrer du cash flow, mais en définitive, vous possédez rien. Celui qui est vraiment, rentable là-dedans, c'est le propriétaire qui accepte de faire le deal, encore que, il se prend de la nuisance et des ennuis. L'expérience que moi j'ai pu observer, c'est que quand même souvent, ils finissent par revenir sur leurs décisions. En tout cas, ça pérennise pas. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent, donc on n'a pas forcément 20 ans de recul non plus. Mais moi, j'ai observé, beaucoup de personnes faire ça et au bout du 2e renouvellement, bah, ça s'arrêtait. Et ça veut dire que tout le travail qui a été fait, amont, qui est quand même long et fastidieux pour arriver à faire reconnaître le logement sur les différentes plateformes, hein, et avoir, un nombre de reviews suffisantes et cetera, bah, il est un petit peu foutu en l'air, quoi. Et à la fin, vous avez juste rien du tout parce que vous êtes locataire, faut pas l'oublier. Donc si le propriétaire veut récupérer le bien, bah, il le récupère. Voilà. Donc il faut se méfier de ça et la remise en état, elle peut être assez sévère. Parce que vous aurez peut-être eu tendance, pour avoir plus de trafic dans votre bien, pour avoir plus de locations et mieux le valoriser, vous l'avez peut-être sévèrement pimpé ce bien. Vous avez fait, je sais pas quoi, des travaux à l'intérieur, vous avez repeint, vous avez fait des aménagements muraux, vous avez fait des choses, vous avez installé un jacuzzi, j'en sais rien. Alors non seulement tout ça, faut l'enlever, mais pour remettre en état d'origine. Et c'est pareil, ça rajoute un coût. Dans un appartement, vous êtes vite à 10 000 euros, hein. Donc, par rapport à ce que ça vous rapporte à l'année, bah, c'est pour ça que moi, je suis assez circonspect par rapport à ce type d'investissement, parce qu'en définitive, vous construisez rien de solide. Et le cash que vous récupérez entre les deux, globalement, il est burné parce que en gros, ça paye votre train de vie, quoi. Vous avez rarement assez pour venir derrière réinvestir et faire grossir la boule de neige, etc. Donc, si quelqu'un a une excellente expérience de ça, moi je suis assez preneur. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur internet là-dessus. Moi, ici, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Encore une fois, je vous vends pas de formation, je vous vends rien. Ce que je vous livre simplement, c'est le retour d'expérience de mon cercle d'amis investisseurs. Pour ma part, j'ai jamais fait, pour les raisons que je viens de vous exposer. Mais j'ai vu des personnes le faire et j'ai vu comment ça s'est passé. Et ma conclusion, c'est que je suis content de ne pas l'avoir fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut juste dire que l'expérience que je suis en capacité de capitaliser autour de moi n'apporte pas la preuve que c'est vraiment si intéressant que ça, sauf si on est juste à se chercher un job.